Je ne connaissais pas le festival, le Punto de Vista. C'est la première fois que je viens ici, c'est la première fois que je viens voilà, présenter mon film. Donc je découvre vraiment ce festival-là. Voilà. Et c'est le fait que ce soit un festival qui se consacre exclusivement au cinéma documentaire et pour moi une très bonne chose. Moi je suis un auteur, donc je fais des films d'auteur et les films d'auteur en général on a une histoire particulière avec les films que nous faisons. Et moi, en tout cas, le cinéma que je fais, c'est un cinéma qualifié d'engagé. Et le fait que des films engagés existent, et pour moi, c'est important pour la société. Donc la société, elle évolue, la société a un présent, a un passé. La société aussi se doit d'avoir un futur. Du coup, le cinéma documentaire est là pour sensibiliser, pour accompagner, pour orienter, pour interroger le réel qui nous entoure. Et parfois, c'est un réel brutal, c'est parfois un réel assez douloureux. Mais le fait qu'on soit là, qu'on s'intéresse à ce réel-là, est pour moi prometteur. D'abord, je pense qu'il faut... La première chose à comprendre, je pense que c'est que la Mauritanie et le Sénégal sont deux anciennes colonies de la France et qu'elles ont obtenu leur indépendance, on va dire, en 1960, comme la plupart des pays africains, et qu'ils ont hérité d'une frontière qui a été tracée sans prendre en compte les us et coutumes des habitants traditionnels de cette région-là. Parce qu'en fait, avant, c'était une région. Donc cette région-là est regroupée ce qu'on appelle aujourd'hui des Mauritaniens et des Sénégalais. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ça. Dès la décolonisation, elle est très mal partie. Même s'il y avait des antagonismes bien avant, mais c'est quand même partie de la décolonisation. Et que l'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est aussi que la Mauritanie a une population assez complexe, parce qu'elle regroupe deux groupes d'humains différents. C'est-à-dire qu'il y a une population blanche, d'arabo-berbère, et une population noire. Tandis que la population sénégalaise, elle est exclusivement composée de populations d'afro. Elle est exclusivement composée de noirs, c'est-à-dire des Halpulaar, des Wolofs et des Sérères. Voilà. Donc, le conflit est vraiment parti d'une bagarre banale à la frontière sénégalaise entre des bergers mauritaniens et des agriculteurs sénégalais. L'armée mauritanienne est intervenue. Il y a eu 2 morts et une douzaine de prises en otage. La situation a dégénéré. Il y a eu des représailles au niveau du Sénégal et des représailles au niveau de la Mauritanie. Et s'en est suivi des déportations massives au niveau de la Mauritanie. Mais c'est vraiment parti d'une bagarre, on va dire, banale. Et ce qui est intéressant de savoir, mais pourquoi cette bagarre banale a dégénéré? Pourquoi cette bagarre banale partie, on va dire, d'un conflit entre des éleveurs mauritaniens et des paysans sénégalais est devenu un conflit d'État, c'est-à-dire entre le Sénégal et la Mauritanie, entre des Blancs et des Noirs. C'est ça que je trouve intriguant.
des bagarres entre des bergers des affrontements entre des bergers, on va dire, et des agriculteurs, ça a toujours existé depuis la nuit du temps. Mais les deux États ont toujours réglé ça à l'amiable. Mais pourquoi justement 1989 a déclenché, pourquoi 1989 cette bagarre est devenue, cette bagarre banale est devenue un conflit, voilà, qui aura plus tard des conséquences très lourdes, parce qu'il y a eu des pertes humaines, il y a eu beaucoup de déplacés. Et ce qui est dramatique, c'est que tout est fait pour que l'on oublie cette histoire-là. Ça fait 35 ans que des familles se battent tous les jours pour que justice soit faite. Et ça fait 35 ans qu'elles sont là, qu'elles ne lâchent pas, qu'elles demandent tout simplement une petite reconnaissance. Et elles demandent juste une réponse. Qu'est-ce qu'on a fait à nos hommes? Qu'est-ce qu'on a fait à nos maris? Pourquoi vous avez tué nos maris? Pourquoi vous avez tué nos enfants? Et je pense que les deux États donc, doivent ces réponses-là à ces familles qui sont là. Et que ces deux États, s'ils veulent envisager un avenir serein, ils se doivent d'apporter ces éléments de réponse à ces familles qui sont dans l'attente, qui sont dans la souffrance. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là, qui ont environ 30 ans. Et cette génération-là a envie de passer à autre chose. Elle a envie de soigner cette plaie. Et ces États-là, pour moi, ils doivent écouter ces populations. Autant que ce soit au Sénégal ou bien en Mauritanie. Et certains parlent que, voilà, que c'est une bombe à retardement. Mais il faut que ces États-là réagissent, et il faut qu'ils réagissent vite. Parce qu'il en va de l'avenir des deux pays. Parce que, comme vous le savez, la sous-région, elle est très menacée aujourd'hui, donc elle est instable. Donc personne ne veut aujourd'hui qu'un conflit éclate entre le Sénégal et la Mauritanie. Personne ne veut de cette guerre. Et pour ça, pour moi, les gouvernants doivent vraiment prendre leurs responsabilités. Parce qu'il en va de notre avenir à tous, de l'avenir de ces deux États et de l'avenir de cette région. Pour moi, elle n'existe pas, cette frontière-là. Elle est physique. Donc c'est un fleuve. Et le fleuve, il est mouvant. Ce n'est pas une ligne horizontale, le fleuve. Il est sous forme de zigzag. À quel moment on dit qu'ici c'est une frontière? À quel moment situer la frontière? Pas à quel moment, mais dans quelle partie? À quel niveau doit se situer une frontière? Et dans l'imaginaire de ces populations autochtones, ce fleuve-là n'a jamais constitué une frontière. Parce qu'on soit de la Mauritanie, qu'on soit du Sénégal, c'est le même peuple, c'est le même sang. Ce peuple-là, il l'a compris. Donc il y a des Sénégalais qui ont des terres en Mauritanie. Ils ont perdu beaucoup ont perdu ces terres-là. Mais il y a également des Mauritaniens qui ont des terres au niveau du Sénégal. Donc c'est un seul peuple. Et dans leur imaginaire, ça n'existe pas. Parce qu'on soit Mauritanien, qu'on soit Sénégalais, c'est un seul peuple. D'où le sens du titre du film Mayo Wanakerol, ça veut dire le fleuve n'est pas une frontière. Donc d'abord, moi je suis, on va dire, quand je me présente, moi je me dis que je suis de cette région-là. C'est-à-dire de cette région du fleuve. Donc j'exclus complètement, on va dire, ce fleuve frontière. Pour moi, il est là, il est physique, mais pour moi, il n'existe pas. Parce que dans la psychologie de ces populations-là, le fleuve, voilà, le fleuve, il n'existe pas.
Le fleuve n'existe pas. Du coup, moi, j'ai une histoire particulière avec ce conflit. Certes, j'étais très jeune en 89, mais moi, je me souviens de ces familles qui fuyaient la Mauritanie, dépossédées de tout, et qui trouvaient refuge dans mon village ou bien dans ma communauté. On a accueilli dans ma concession, donc dans notre concession, on a accueilli une famille mauritanienne. Ce sont nos parents. Oh, ils nous appellent, les Mauritaniens nous appellent nos parents du sud, nous les appelons nos parents du nord. Donc, comme je disais tantôt, c'est une famille, c'est un même peuple. Et c'est cette famille-là qu'on a accueillie en 1989. J'ai grandi avec cette famille, j'ai grandi avec son histoire et j'ai grandi avec leur traumatisme. Et j'ai vu à quel point cette famille-là a eu du mal à se reconstruire une vie au Sénégal. Et quand j'ai fini mes études de cinéma, j'ai toujours voulu raconter leur histoire au cinéma. Et le seul moyen que j'avais, c'était de partir de m'inspirer de cette famille-là que j'ai vue, donc venir dans mon village. C'était de prendre ma caméra, c'était d'aller filmer cette famille-là. Sauf qu'au moment de le faire, cette famille-là, elle n'était plus là. En fait, elle avait déjà répondu à l'appel du gouvernement mauritanien. Parce qu'à un moment, il y a eu un accord qu'on appelle tripartite, signé entre le Sénégal, la Mauritanie et le Haut Commissariat des réfugiés pour le retour volontaire des réfugiés mauritaniens qui étaient là depuis 1989. Donc, lui, il avait répondu à cet appel. Et du coup, un bon jour, j'ai complètement abandonné mon projet, donc pendant 2 ans, 3 ans. Et en 2012, je me réveille un bon jour, je vois dans un journal que la situation des réfugiés mauritaniens qui sont rentrés dans le cadre de l'accord de 2007 était difficile. Très vite, je prends ma caméra. Donc, je pars à Podor, une ville frontalière avec la Mauritanie. Et je reste là pendant 3 jours. Et je filme la Mauritanie. J'ai une caméra qui est vraiment braquée sur la Mauritanie, sur ce fleuve, sur cette frontière, qui est, à mon avis, très symbolique. Et le 4e jour, il y a la police sénégalaise qui débarque, qui vient me voir, mais vous faites quoi ici? On voit, ça fait 3 jours avec votre caméra filmer la Mauritanie, qu'est-ce que vous cherchez? Je leur explique mon projet. Je dis, moi, je m'intéresse aux événements de 1989 et j'ai envie d'en savoir plus. Et là, j'essaie d'aller en Mauritanie, retrouver certaines familles qui avaient répondu à l'appel du gouvernement mauritanien. Le monsieur me dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas traverser le fleuve. Votre vie risque d'être en danger si vous traversez le fleuve. Ici, vous êtes au Sénégal, mais sachez que ça fait 3 jours que les renseignements mauritaniens essaient de t'identifier, de savoir exactement qui tu es, qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu as ta caméra braquée sur la Mauritanie. Ici, tu es en sécurité, tu es au Sénégal, c'est ton pays. Si tu traverses, ta vie sera en danger. Et du coup, là, c'est un autre échec, on va dire une autre déception. Et je ne voulais pas non plus abandonner mon projet de film, mais j'ai compris très vite que je ne pouvais pas faire le film rêvé, je ne pouvais pas traverser le fleuve. Donc, il fallait que je fasse le film possible. Là, j'ai pris ma caméra et j'ai sillonné le long du fleuve Sénégal où vivaient des familles réfugiés mauritaniens. Donc je rencontrais certaines familles qui ne voulaient pas du tout parler de cette histoire. D'autres m'ont rejeté complètement. Et voilà, de famille en famille, on me donna le contact d'un policier mauritanien qui vivait à Saint-Louis du Sénégal. Donc je prends le contact de ce monsieur, je l'appelle. Dans sa voix, il y a eu beaucoup de crainte dans sa voix. Donc il a eu certainement peur, il ne veut pas en parler. Et des questions assez bizarres aussi. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu me veux, qu'est-ce que tu cherches? Il y a des choses que je ne peux pas parler au téléphone. Si tu as envie de me voir, viens à Saint-Louis, déplace-toi. Donc je me déplace, je vais chez lui. Et quand je le vois, c'était une évidence.
Donc le monsieur, au départ, c'est vrai, il m'a dit que ça fait longtemps qu'on a été filmé. Qu'est-ce que tu peux apporter aux réfugiés? Des ONG sont venus ici, des journalistes sont venus nous voir. On nous a filmés, mais on les a jamais revus depuis. Qu'est-ce que tu peux apporter aux réfugiés? Et je lui ai expliqué, je lui ai parlé de mon enfance, je lui ai parlé de mon histoire personnelle, je lui ai parlé on va dire, de la souffrance de cette famille-là que j'ai vue, qu'on a accueillie dans ma maison. Et il a été très sensible à cette histoire et très vite il se confia. Et petit à petit, voilà, donc il prend confiance et il se donna à fond. Il décida de partager son histoire avec moi. Et quand j'ai entendu son histoire, moi, je ne voulais pas faire un portrait de lui, ça ne m'intéressait pas du tout. Et très vite, après réflexion, je me suis dit que cette histoire, elle mérite d'exister au cinéma sous une forme qui me paraissait assez originale, c'est-à-dire une rencontre à la frontière sénégalo-mauritanienne, sous une tente, sous l'arbre à palabre, où lui viendrait avec sa femme, avec ses confrères mauritaniens, sénégalais, des témoins, pour reparler de cette tragédie-là. Voilà. Donc, et je ne voulais pas non plus, on va dire, faire des entretiens, c'est-à-dire filmer des Sénégalais au Sénégal, des Mauritaniens en Mauritanie et faire un montage pour confronter leurs propos. Je ne voulais pas ça. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette assemblée, voilà, où ils pourront tous venir, voilà, confronter leurs propos, et à partir de là, jaillira la lumière. C'était, voilà, c'était vraiment ça le sens de ma démarche. Ouais.